dans l'équipe Pléiade, qui est une équipe INRIA, ici bordelaise, quoi, avec les membres INRAE qui sont plutôt côté Biogéco, et puis avec une équipe projet hébergée dans le bâtiment de l'INRIA à Bordeaux. Donc voilà, et puis on va commencer. Donc en intro, présentera avec moi. Donc moi c'est Simon Labarthe pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi de mon côté, voilà, merci Clémence. Du coup, je participe à Vitae dans le cadre du WP1, donc sur tous les aspects contrôle microbien. Et puis, je suis chargé de recherche à l'INRAE sur notamment modélisation en écologie microbienne. Et puis, je suis accompagné aujourd'hui de Clémence Friou, et je te laisse te présenter, Clémence. Moi, je suis chargée de recherche chez INRIA, donc côté informatique. Et autant Simon a un parcours mathématique, moi j'ai un parcours d'abord bio-info et ensuite informatique. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et pour vous introduire un peu nos thématiques de recherche, je vais vous présenter ce qu'on met derrière les mots-clés de biologie des systèmes et d'écologie des systèmes dans nos travaux. Donc concrètement, en biologie des systèmes, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment fonctionne un organisme en intégrant les différents niveaux de fonctionnement de cet organisme. Donc ça peut être la génétique, la régulation, le métabolisme, etc. Et en intégrant également les liens entre ces différents niveaux et l'environnement. L'idée, c'est de ne pas étudier individuellement chaque composante, mais bien les interactions entre ces composantes dans leur ensemble. Et c'est déjà un challenge en soi. Mais ce qui nous intéresse, nous, particulièrement dans l'équipe, ce n'est pas forcément un organisme, mais des communautés d'organismes, des communautés microbiennes. Et donc, toutes les problématiques qui s'appliquent à un organisme vont aussi s'appliquer à la communauté avec des nouvelles problématiques qui vont émerger, notamment la prise en compte des interactions entre les différents micro-organismes. Donc, on a les interactions entre ces micro-organismes, les interactions avec l'environnement, et puis pour chaque micro-organisme, on a besoin d'intégrer les différentes composantes du système. Donc, la biologie des systèmes, ça fait le lien entre la biologie, l'acquisition de données à grande échelle, high throughput data, et les méthodes informatiques, les méthodes numériques pour traiter ces données, générer des hypothèses et faire le lien avec l'expérimentation. Donc nous, je vous ai dit, on était très intéressés par les interactions au sein des communautés microbiennes. Et il s'avère qu'une majorité de ces interactions sont médiées par le métabolisme. Donc, c'est ce métabolisme qui va être le centre de nos recherches et le cœur de nos modèles. Donc, en pratique, dans l'équipe, on s'intéresse au développement méthodologique. Donc, on n'a pas forcément un écosystème d'intérêt, mais plusieurs écosystèmes d'intérêt sur lesquels on travaille. Donc, ça peut être des écosystèmes environnementaux, donc forcément la vigne, mais pas que, des systèmes horticoles, le sol. On travaille beaucoup sur le microbiote intestinal. On travaille aussi sur des aliments fermentés. On en parlera de fromage tout à l'heure. On a dit que c'était l'apéro, donc on s'est adapté. Et donc, on vous a mis la feuille aussi en bas parce que c'est nos futurs travaux. Pour tous ces écosystèmes, on va travailler à partir d'acquisition de données à grande échelle. Vous avez vu, c'est le principe de la biologie des systèmes. Donc, des données omiques qui vont nous permettre de répondre à des questions ou partiellement à des questions. Quelles sont les espèces en présence? Quelles sont les fonctions que ces espèces sont susceptibles de faire? Quels sont les métabolites qui sont réellement produits par les espèces, etc. Mais en particulier, les données omiques sur lesquelles on travaille le plus, ça va être des données de métagénomique et, dans une moindre mesure, des données de métataxonomique, donc de métabarcodine. Ces données-là vont nous permettre de générer des modèles. Donc, je vous ai mis une illustration ici, mais je vais y revenir un peu plus tard. Et ces modèles, on va pouvoir les raffiner, les améliorer, les rendre plus précis, plus corrects, avec de l'intégration de données supplémentaires, d'autres données omiques, comme la métatranscriptomique ou la métabolomique. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire des jumeaux numériques, des simulations dites in silico, pour prédire le comportement des espèces et, a fortiori, des écosystèmes.
Donc, aujourd'hui, pendant notre présentation, on va aborder quatre parties. La première partie, c'est de vous présenter ce qu'on entend par modèle métabolique. C'est un peu notre couteau suisse, c'est à partir de ça qu'on travaille dans l'équipe. On va vous présenter ensuite un exemple de simulation dynamique, un premier jumeau numérique qu'on a fait sur une communauté simple. Ensuite, on va vous montrer ce qu'on peut faire sur des grandes communautés sur lesquelles on a beaucoup moins d'informations, mais qu'on veut quand même essayer de caractériser. Et on vous parlera de modèles de population à la fin. Continue. Allez, donc on commence par notre couteau suisse, donc le fameux modèle métabolique. Qu'est-ce qu'on entend par ça et qu'est-ce qu'on met derrière concrètement comme données? Donc, la modélisation du métabolisme, ça part du génome. L'idée, c'est à partir du génome de déterminer quelles sont les fonctions portées par un organisme. Donc, en pratique, on part d'un génome séquencé, un génome qu'on va annoter. Donc, on va retrouver de manière automatique les protéines et on va leur assigner des annotations fonctionnelles. Donc, ces annotations fonctionnelles, ça peut être des EC numbers, des GoTerms, c'est essentiellement ce qu'on utilise. Et puis ensuite, on va utiliser des outils qui vont nous permettre d'inférer les réactions biochimiques catalysées à partir de ces annotations fonctionnelles. Donc, pour un ensemble de gènes annotés, on va obtenir un ensemble de réactions biochimiques du type A plus 2B donne 2C plus D. Et de manière concrète, pour un organisme, une bactérie, on va avoir autour de 2000 réactions. Donc, un génome va nous donner un réseau de 2000 réactions. Et donc, ça forme un réseau parce que chaque réaction métabolique va consommer des substrats, produire des métabolites qui eux-mêmes vont être les substrats d'autres réactions. Et donc, toutes ces chaînes de réactions vont former ce réseau tel que celui que vous avez ici, qui est un réseau qui paraît très simple, mais il a, juste pour vous donner une idée, 70 réactions et 90 métabolites. Donc, ça vous donne une idée qu'à l'échelle de 2000 réactions, on ne voit absolument plus rien dans les réseaux et qu'il faut d'autres méthodes pour réussir à comprendre ce qui peut se passer. Premier point d'importance, c'est ici, je vous ai parlé d'une espèce. Je vous ai dit un peu avant que nous, ce qui nous intéresse, c'est des communautés microbiennes. Donc, ça veut dire que ce travail-là, il faut le faire systématiquement pour toutes les espèces de la communauté sur laquelle on va travailler. Et donc ensuite, on ne peut pas regarder ces réseaux comme ça. Donc, on va appliquer des modèles, des paradigmes mathématiques et informatiques qui vont prendre ces réseaux en entrée et de l'information supplémentaire, comme par exemple des conditions environnementales, pour nous permettre de réaliser des prédictions. Parce qu'un réseau, finalement, c'est un potentiel métabolique quelconque, mais je ne vous apprends rien. Alors, si je vous dis que toutes les réactions ne vont pas être activées parce que tous les gènes ne vont pas être exprimés. Donc, un premier point important, c'est d'essayer de raffiner ce réseau en fonction des conditions environnementales. Dans telles conditions environnementales, éventuellement, cet ensemble de réactions pourrait être activé et l'espèce pourrait pousser ou pas. Donc là, on a différentes approches qui permettent de réaliser ces simulations. Une approche numérique qui passe par de l'analyse de flux. Concrètement, on applique un modèle mathématique qui va prédire des activités, donc des valeurs, des quantités à chacune des réactions et prédire si l'espèce est capable de pousser ou pas, est capable de produire un métabolite d'intérêt, etc. Donc ça marche très bien, mais c'est des hypothèses fortes et notamment ça implique qu'on sait ce que l'espèce est censée faire, qu'on sait la composition de sa biomasse, de quoi elle a besoin pour se reproduire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc parfois, on a besoin quand même d'avoir des hypothèses sur le fonctionnement de l'espèce, mais sans avoir toutes ces données. Donc, on applique d'autres méthodes qui vont être des méthodes discrètes, où on n'applique plus des quantités pour comprendre comment fonctionnent les réactions, mais plutôt la réaction est allumée ou la réaction est éteinte. Donc, on a une approximation booléenne, et je vous présenterai tout à l'heure ce que ça nous permet de faire et quel type de prédiction on peut obtenir. Et donc, je passe la parole à Simon. Pour le fromage, donc pour commencer avec un exemple concret de type d'application de ces modèles, là on va vous parler d'un travail qui a été fait notamment dans le cadre d'une thèse d'un thésard qui est dans l'équipe qui s'appelle Maxime Lecomte et dont une partie de sa thèse
l'objectif était de modéliser le fonctionnement d'une communauté très simple. Donc là, on va parler on va utiliser le terme communauté synthétique. Peut-être que des fois, le mot syncom m'échappera. Et syncom, c'est l'anglais pour un synthetic community. Et l'idée d'une communauté synthétique, c'est par opposition à une communauté naturelle. C'est une communauté dans laquelle il y a un nombre réduit de micro-organismes. Et en plus, on sait exactement quels sont ces micro-organismes. Donc là, dans le cadre du lait, on sait partir d'un lait aseptisé dans lequel il n'y a pas de micro-organismes, mettre des ferments qui sont contrôlés. Donc là, il y a 3 exemples de ferments. Et l'objectif de ce doctorant était de partir en partant de l'information génomique, donc comme disait Clémence, du génome de ces différents microbes, essayer de produire un modèle qui prédira le fonctionnement de chacun des microbes indépendamment, et puis ensuite le fonctionnement de la communauté quand on les mélange et qu'on les met sur du lait ou le versant numérique du lait. D'accord? Donc là, on a les 3 ferments, les 3 modèles. Cette étape-là montre le passage du génome au réseau métabolique indépendant pour chacun des microbes qu'on vient de le présenter Clémence. Puis ensuite, on va apprendre le fonctionnement de chacun des modèles indépendamment sur du lait. Donc, on va faire pousser les microbes sur du lait dans des expériences de croissance individuelle. Les microbes vont influer sur leur environnement, notamment en acidifiant pour certaines bactéries le milieu. Et puis nous, on va calibrer le modèle, c'est-à-dire apprendre le modèle pour qu'il restitue ces données réelles. Donc là, il y aura une partie paramétrisation ou inférence de modèle pour que le modèle individuel colle bien à ces données de croissance et aux données d'acidification, par exemple, où il y a d'autres types de métabolites qui sont sortis. Et l'espoir, c'est que quand on les met en communauté, on récupère le fonctionnement de la communauté. Et dans le cadre de ce travail-là, l'espoir a été quand même assez achevé ou assouli, concrétisé, puisque en les mélangeant, on a eu effectivement une bonne restitution, notamment des croissances de microbes, mais aussi de la production de métabolites. Et en particulier, on était particulièrement intéressé à des métabolites organoleptiques, donc qui donnent la saveur à ce fromage sain. Et donc, on après ce fonctionnement communautaire. Donc, l'idée générale, c'est de dire que quand on est dans un cadre très simple, donc là, ici, le cadre très simple, c'est une communauté particulièrement simpliste, avec des microbes, des bactéries modèles que nos collègues microbiologistes connaissent par cœur, sont capables, avant de commencer, de nous dire à peu près quel va être le fonctionnement, quel va être le métabolisme principal, etc. Et dans ce cadre simplifié, on arrive à faire des modèles qui reproduisent la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on introduit le terme de jumeau numérique. Là, l'idée, c'est de dire, on a un modèle qui, quelque part, reproduit la réalité assez fidèlement pour qu'on puisse espérer que en testant des choses dans le modèle, par exemple en changeant en faisant un KO d'un gène, par exemple, en éteignant un gène parmi une des bactéries, ou en rajoutant une autre bactérie qui était précédemment apprise, on puisse avoir espoir de prédire le pendant expérimental. Donc, le jumeau numérique, c'est un peu cette idée qu'on peut faire des choses, des fois in silico, à l'ordinateur, qui puissent anticiper l'expérimentation et qui puisse être après validé expérimentalement a posteriori. D'accord? Donc là, une idée d'application de ça peut être justement dans Vitae pour les suites de la partie culturomique, mais ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Alors, ce que Simon a montré là, ça marchait très bien. Ce que Simon n'a pas montré, c'est que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de le faire, et que c'était sur 3 bactéries bon, pas nous, mais que les biologistes connaissaient très bien. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une communauté naturelle pour laquelle qui est composée de micro-organismes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a potentiellement jamais réussi à cultiver, et qu'on a déjà du mal à identifier ou à assigner taxonomiquement dans les bases de données.
on a quand même envie de savoir ce que font ces organismes. Et donc là, je vais introduire ce deuxième modèle du métabolisme qui fonctionne en attribuant des notions de allumé ou éteint sur des réactions. Donc là, concrètement, on va regarder ce petit réseau-là qui clignote. Donc, c'est un petit réseau métabolique avec les carrés sont des réactions, les cercles sont des métabolites. Donc, par exemple, j'ai la réaction R1 qui va consommer du A et du B pour produire du C et du D. L'idée, c'est en partant d'un milieu nutritionnel, donc ici, le milieu nutritionnel, ça va être les composés A et B qui sont dans l'environnement, qu'est-ce qui pourrait être allumé dans le réseau métabolique? Et donc ça, c'est très simple, hein. J'ai du A et j'ai du B, je vais pouvoir activer la réaction R1. Donc ça va rendre productible C et D. C, c'est le seul substrat de la réaction R2. Ça va pouvoir produire du E. Et je ne peux pas aller plus loin, parce que si je voulais activer la réaction R3, il faudrait aussi du F. Donc finalement, c'est un modèle très très simple, mais qui marche bien. Et qui est assez pratique parce que il est assez robuste. Donc s'il manque des réactions dans le réseau, c'est pas très très grave. Et ce sera le cas sur des bactéries qu'on connaît très mal. Et il est aussi robuste dans le sens où il ignore les quantités. Donc, s'il me faut 2 molécules de F, ça ne change pas grand-chose. Qu'il m'en faille 2, 3 ou 1, ça va être considéré de la même manière, c'est il me faut du F. Donc, on simplifie. Ça a été montré que ça marche bien et que ça reste des prédictions valables. Mais surtout, ça va nous permettre de nous atteler à travailler sur des communautés un peu plus complexes. Et donc, en pratique, dans l'équipe, on a développé des outils qui nous permettent de prédire un comportement métabolique d'une communauté à partir d'un ensemble de génomes, que ce soit des génomes de référence ou des génomes reconstruits à partir de données métagénomiques. Donc concrètement, on va reconstruire automatiquement tous les réseaux métaboliques. Et puis, à partir de ces réseaux métaboliques, on va appliquer ce modèle que je vous ai montré sur la slide juste avant et prédire quelles sont les capacités, quel est le potentiel métabolique de chaque micro-organisme dans un environnement donné. Donc, en plus des réseaux métaboliques, on va avoir une description factuelle de l'environnement en termes d'une liste de métabolites. Et on va aussi faire des simulations en prenant en compte tous les mécanismes de cross-feeding. En pratique, il va y avoir des interactions entre les micro-organismes et typiquement, un métabolite produit par une bactérie pourrait être un substrat pour une autre bactérie et ce substrat, s'il est disponible, pourra débloquer des voies métaboliques chez cette deuxième bactérie. Donc, on va prendre ça en compte et on va déterminer quels sont les composés qui sont productibles par la communauté, quels sont les composés qui ont besoin d'interaction entre les bactéries pour être produits. Et puis, une autre fonctionnalité de nos outils, c'est de faire de la sélection de communauté minimale. Donc ça, on peut imaginer qu'on a un congélateur plein de souches bactériennes, ça vraiment au hasard, et qu'on veut créer des communautés minimales, des communautés synthétiques qui soient capables de produire tel métabolite ou qui aient tel comportement métabolique. Et ben, avec ce genre d'outils, on va être capable de sélectionner des communautés de petite taille qui ont ce comportement, qui auraient ce comportement. Et il y a un peu de modestie quand même. Et donc, en pratique, comment se passe cette résolution de problème? Donc, c'est un problème combinatoire. Concrètement, j'ai une grande quantité d'objets, des réseaux métaboliques. Ces réseaux métaboliques sont associés à un environnement et à un objectif métabolique, par exemple, produire un ensemble de vitamines important pour la plante, peu importe. Et l'idée, c'est de trouver une communauté de taille minimale qui satisfait l'objectif métabolique dans l'environnement. Donc, c'est assez simple. On a des solvers qui le font. Ça marche plutôt bien. Bon, en pratique, vous savez que le métabolisme, il a une grande redondance, et en particulier dans le microbiote. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une solution minimale qu'elle est représentative de tout ce qui existe dans ma grande communauté. Et en particulier, ma solution minimale ici, potentiellement, on n'arrivera pas à la mettre en place expérimentalement parce que la bactérie jaune et la bactérie bleue, elles ne peuvent pas pousser ensemble. Il y a d'autres interactions négatives qui font qu'elles ne peuvent pas être dans la même communauté. Donc, idéalement, on peut toutes les énumérer. Et donc là, on récupère une liste de communautés minimales que l'on peut fournir à nos collaborateurs et collaboratrices, à charge ensuite de sélectionner celles.
c'est pas non plus idéal parce que il peut y en avoir beaucoup des communautés minimales. Et en plus, ça prend du temps à énumérer. Donc, nos outils, ce qu'ils font, c'est utiliser des approximations de solving. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très technique, mais ils sont capables de produire ce qu'on appelle des espèces clés, qui correspondent à toutes les espèces qui apparaîtraient au moins dans une des communautés minimales. Et pour faire ça, on n'a pas besoin de tout énumérer. Donc, c'est assez pratique. Et en plus, on est capable de distinguer ces espèces-là en deux catégories. Des espèces qui apparaissent dans toutes les communautés minimales, donc qui vraiment doivent avoir un rôle crucial vis-à-vis de la fonction que l'on cherche à... En fait, je montre là-bas, ça sert à rien. Vis-à-vis de la fonction que l'on cherche à utiliser. Et puis, des bactéries plus accessoires qui sont présentes dans certaines communautés, mais pas dans toutes, et qui peuvent être potentiellement interchangées. Donc, la question qu'on s'est posée ensuite, c'est est-ce qu'on peut apprendre des choses intéressantes sur ces espèces qui sont présentes dans toutes les communautés minimales, celles qui sont interchangeables, etc. Donc, on a fait une application sur un ensemble de 1500 génomes de référence d'espèces cultivables du microbiote intestinal humain. Puis, on a regardé quels étaient les métabolites qui avaient besoin d'interaction pour être produits. On les a classés dans différentes catégories, des lipides, des sucres, etc. Et puis, on a regardé quelles étaient les espèces clés qui apparaissent dans les communautés minimales pour produire ces métabolites. Donc, à gauche, vous avez un tableau qui vous montre les différentes catégories de métabolites qu'on a testées. Et on peut s'intéresser à la partie qui est encadrée ici. Donc, on avait 28 composés lipidiques qu'on voulait essayer de produire. Donc, une solution minimale pour les produire, c'était 7 bactéries sur les 1500 initiales. Par contre, si on énumère toutes les solutions minimales, on en a 58 000. 58 000 solutions de 7 bactéries. Donc, ça fait quand même beaucoup de communautés à analyser. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde quelles sont les espèces qui apparaissent dans ces 58 000, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a plus que 185 sur les 1500 initiales. Et là, on peut aller regarder un peu la combinatoire de ces espèces entre elles pour former ces communautés de 7 bactéries. Et quand on regarde la distinction entre les deux catégories que je vous ai présentées, les espèces qui sont présentes dans chaque communauté et celles qui sont accessoires, eh bien, on avait 4 espèces qui sont présentes dans chaque communauté. Donc, ça veut dire que sur les 7 bactéries, il y en a 4, c'est toujours les mêmes. Et puis après, les 3 autres, c'était 3 parmi 181. Donc déjà, on a appris davantage sur comment les espèces peuvent se combiner entre elles. Et on voulait aller un peu plus loin en essayant de visualiser un peu les interactions au sein des 181 bactéries restantes. Donc, on a fait des graphes d'association dans lesquels on reliait les bactéries entre elles si elles apparaissaient dans une même communauté minimale. Le graphe était absolument illisible. Donc, on a appliqué des techniques de compression de graphe et on a obtenu des choses comme ce que vous avez ici, qui sont certes jolies, mais pas forcément intuitives au premier regard. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Concrètement, ce graphe décrit la composition de chacune des 58 000 communautés. Une communauté de taille 7 va forcément avoir une bactérie parmi les jaunes ici dans ce gros nœud 1, une bactérie parmi les bleus ici, toujours la bactérie 3, une bactérie parmi le cercle 4 et toujours les 3 bactéries du cercle 5. Donc, chaque bactérie, c'est un petit point coloré. Et donc, cette analyse nous montre que la combinatoire, elle n'est pas aléatoire et que des espèces sont vraiment interchangeables, notamment toutes celles ici en jaune qui sont des bactéries d'étesse. Et pour produire nos 28 composés lipidiques, on peut prendre n'importe laquelle parmi toutes celles-ci. Par contre, il en faut une et il faudra aussi une actinobacteria parmi celles-là, etc. C'était assez intéressant parce que ce motif-là de lisibilité qui finalement est assez pratique pour représenter beaucoup de possibilités de communautés microbiennes, on l'a obtenu pour tous nos objectifs métaboliques. Donc, il y avait vraiment des choses à creuser là-dessus et ça peut permettre de comprendre comment peuvent s'assembler les micro-organismes. Ce n'est pas le quantique. Non, ce n'est pas le quantique. Nous passons donc à la partie 4, qui était Population-Wide Models. Voilà, et donc après la présentation de Clément sur ce qui est capable, ce qu'on peut faire dans l'équipe à partir de comment dire, une collection
de génome et pour analyser des communautés complexes. Là, je vais essayer de faire une présentation, j'espère la plus simple, de ce qui est prévu dans Vitae sur la partie modélisation. D'accord? Donc là, on est sur dans Vitae, on est sur une espèce d'intermédiaire entre communauté simple et communauté environnementale pour ce qui concerne la modélisation, parce que je vais commencer peut-être par cette diapo-là pour expliquer, puis je reviendrai après. Parce que la partie modélisation vient après tout l'effort de sélection et de culture omique fait par Corinne, Jessica, Artie, en ce moment, Paola, qui ont identifié, isolé des microbes d'intérêt. À côté de ça, identifié dans des parcelles quels micro-organismes pourraient être d'intérêt en tant qu'antagonistes du mildiou. Et à partir de là, il va y avoir une sélection, on va dire, d'une centaine de souches et une sélection qui va permettre la création, le développement d'une puce fluidigme qui permettra de mesurer le niveau de cette centaine de micro-organismes dans les expérimentations. Et les expérimentations, elles, se feront, donc là, tout à l'heure, je disais qu'on était à la limite de la communauté synthétique. Tout à l'heure, quand je définissais le mot communauté synthétique, il y a deux aspects. Hein. Il y a un premier aspect, on sait ce qu'on met dedans. Et le deuxième aspect, on essaie de réduire les choses. Donc là, on sait ce qu'on mettra dedans. Il y a cette liste de 96 micro-organismes. Mais la partie, est-ce que c'est une communauté réduite? Là, quand on a une centaine d'espèces ou de micro-organismes dans la communauté, ça commence à être une communauté voilà, compliquée à analyser. Et du coup, en termes de modélisation, on est obligé de développer des choses qui sont un peu plus macroscopiques que ce qu'on vient de montrer. Et là, notamment, dans ce que je vais vous montrer, c'est des choses qui sont déconnectées de la connaissance du génome de chacune des micro-organismes. Jusqu'ici, on disait, pour modéliser notre couteau suisse, c'est modèle métabolique, et pour modèle métabolique, on a besoin du génome. Et là, ici, on va s'abstraire du génome. On considère que la seule chose qu'on est capable de faire avec nos organismes, c'est de mesurer le niveau de leur population, de les compter. On est capable de savoir à un instant donné combien il y en a dans la communauté. D'accord? Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est des modèles, on va dire, écologiques. Là, on va essayer de regarder les interactions entre micro-organismes. Quand je dis interaction, je parle vraiment d'interaction au sens écologique du terme, donc de savoir si les micro-organismes sont en compétition, par exemple, donc s'ils ont un effet négatif l'un sur l'autre, si au contraire, ils ont une relation mutualiste, si les deux micro-organismes se bénéficient l'un à l'autre, si on est dans une position d'amensalisme, par exemple, où il y en a un qui profite et puis l'autre qui est complètement neutre. D'ailleurs, ça serait commensalisme. Bon, bref, l'idée, c'est de repérer ce type d'interaction et même de les quantifier, d'ajouter un poids, faire une force d'interaction pour chaque paire de micro-organismes de la communauté. Donc là, notre outil, hein, on ne se refait pas. Tant que matheux, l'outil de base, c'est une matrice d'interaction. Donc, c'est un tableau comme ça. Et ces tableaux se lisent de la manière suivante. En ligne, on a tous les micro-organismes de la communauté. En colonne, on a les mêmes micro-organismes de la communauté. Et puis, de part et d'autre du tableau, on a l'action de I sur J, qui va être ici, et l'action de J sur I, qui va être là. Et du coup, sur chacune des actions, on va pouvoir mettre un plus ou un moins, et on va pouvoir mettre une intensité de couleur qui va déterminer la force d'interaction. D'accord? Mais en tout cas, ce formalisme-là aussi permet de prendre en compte des cas où l'interaction n'est pas symétrique, c'est-à-dire où I
est positif pour J, mais par contre, J, lui, est neutre pour I, par exemple, ou même négatif pour I. Donc, pour essayer de formaliser les choses, on va prendre un exemple modèle. Arrêtez de cliquer magnétiquement. On va prendre un exemple modèle, un exemple joué, dans lequel on a trois micro-organismes, les micro-organismes 1, 2 et 3. Et ici, on va avoir une matrice d'interaction. Donc, tout à l'heure, j'ai dit il y a autant de lignes et de colonnes à la matrice qu'il y a d'interactions. C'est parce qu'on a rajouté une colonne qui est la croissance de chacun des individus. Donc, dans ce modèle joué, on va supposer qu'on connaît a priori les interactions et la force d'interaction entre chacun des micro-organismes. Qu'on connaît déjà, que 3 va renforcer 1, que 1 va réprimer 2, que 2 va réprimer 3, etc., etc. Et en plus, on connaît la force de ces interactions a priori. Donc, si on a ces données, on peut faire tourner des modèles. Donc là, c'est des modèles qui s'appellent Lotka-Volterra généralisés. Là, en vrai, ici, c'est Lotka-Volterra pur et dur. Et donc, on peut prédire des croissances microbiennes. Et donc, dans cet exemple joué, on va supposer que j'ai une bactérie dont je connais les interactions. Ces bactéries ont eu la croissance ici, là, qu'on va observer uniquement au point de temps formalisé par des points. Donc, on a un échantillonnage temporel de ces croissances microbiennes. D'accord? Et donc, à partir de ces données, on peut réinférer l'interaction, la matrice d'interaction, et à partir de la matrice d'interaction inférée, prédire des croissances inférées qui sont en pointillé sur ce graphe-là et comparer avec les données initiales. Donc, sur ces données-là, on a des données observées qui sont les points verts, des données réinférées qui sont les pointillés et on espère que les données réinférées passent par les points verts. D'accord? Donc, ça, c'est l'idée générale de ce qui sera fait dans Vitae. Donc, dans Vitae, bien sûr, la partie du haut, là, j'ai appelé Ground Truth ici, est inconnue. On ne connaît pas à l'avance les interactions dans la communauté. C'est ce qu'on va essayer d'inférer. En tout cas, les manières, les outils concrets qu'on va utiliser pour les inférer, c'est les comptages en temps qui seront donnés par la puce et les modèles de Volta. Et du coup, on a toute cette chaîne-là, donc la culture omique, les expérimentations sur des disques foliaires aseptisés à partir de communautés synthétiques, donc qui seront potentiellement nombreuses, qui seront potentiellement assez grandes, une centaine d'individus sur ces disques foliaires, le suivi de ces populations sur les disques foliaires en temps, donc on aura un échantillonnage temporel, des séries temporelles de ces niveaux de micro-organismes, et la partie mathématique sera l'inférence des interactions entre ces micro-organismes, dans l'espoir de capturer ceux qui ont le rouge le plus fort, là, c'est-à-dire l'antagonisme le plus fort avec le pathogène inféré ici. Voilà, donc là, nous, on a fini la présentation un peu sur les différents types d'outils qu'on voulait vous présenter. S'il fallait résumer, c'est de manière générale, ce qu'on arrive bien à faire, c'est bâtir des modèles à partir de la connaissance des génomes des micro-organismes qui nous intéressent. La chaîne de modélisation, c'est du génome, on passe au réseau métabolique. Du réseau métabolique, on passe soit à l'exploration des réseaux métaboliques pour regarder les fonctions d'intérêt ou du potentiel fonctionnel avec des outils de fouille de données dans les réseaux métaboliques. Ça, c'est ce que vous a présenté Clémence. Ou alors, on peut bâtir des modèles qui essayent de reproduire des dynamiques de population. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté, par exemple, avec le fromage, ou par exemple, à l'échelle de la communauté globale, dans ce qui est prévu dans Vitae. On voulait prendre 3 minutes pour vous présenter le projet Mystique. Donc, c'est un projet qui a été obtenu dans lequel émerge l'équipe Pléiade. Donc, c'est un projet du PEPR agroécologie numérique.
Et donc, si on avait envie de vous le présenter, c'est parce qu'il y a des connexions fortes, notamment avec Vitae et en particulier avec la partie culturomique, mais pas que. D'accord? Donc, ce graphique-là représente l'idée générale du projet. Donc, l'idée générale du projet, c'est de dire qu'on a des communautés microbiennes, voilà, et qu'il y a deux manières d'étudier les communautés microbiennes. Il y aurait une manière qu'on pourrait qualifier d'holistique, c'est-à-dire prendre la communauté dans son ensemble et essayer d'étudier la communauté dans son ensemble. Donc là, l'outil pour faire ça, c'est toutes les données omiques dont a parlé Clémence au départ, donc des données métagénomiques, par exemple. Et il y a une autre partie, une autre manière d'étudier les communautés complexes, c'est de les simplifier et donc de faire des modèles réduits, expérimentaux de ces communautés complexes. Donc là, par exemple, c'est la stratégie qui a été adoptée dans Vitae, où pour étudier les communautés complexes, il y a eu tous les formes de culturomique, donc d'isolation de micro-organismes, pour après recomposer des communautés simplifiées de ce qu'on observe dans le champ. D'accord? Donc, on a deux points de vue, un point de vue très macroscopique, un point de vue plutôt réductionniste, simplificateur. Et l'idée, c'est de développer des modèles qui soient le pendant de ces deux points de vue, de développer des méthodes sur le pendant de ces deux points de vue pour essayer d'étudier les micro-organismes là, par ces deux parties. Donc là, on a deux mains, souvent David Sherman qui porte ce projet, utilise l'image du serre-joint qui va serrer ce qu'il y a au milieu par les deux points de vue, ce que représente ce graphique. Donc, pour être un peu plus concret, je laisse présenter cette. Oui, moi je vais vous présenter le changement du bas. Donc concrètement, quand on parle de données à haut débit sur des communautés microbiennes complexes, qu'est-ce qu'on peut réussir à inférer comme information sur le fonctionnement de ces communautés? Donc, l'idée de Mystique, Simon l'a dit, c'est de faire du développement méthodologique et pas forcément de faire des acquisitions ou des plans de données expérimentaux en vue de répondre à une question biologique. C'est deux questions différentes, mais dans les faits, on va se greffer, ce mauvais jeu de mots, à des plans expérimentaux déjà existants dans lesquels on va faire de l'acquisition de données supplémentaires pour nous alimenter nos développements méthodologiques. Et puis, si en même temps, on peut apporter de l'information, des hypothèses biologiques valables et pertinentes pour les projets en question, c'est tout bien. Donc, concrètement, sur une communauté complexe, un premier point sur lequel on va travailler dans ce work package numéro 1, c'est comment retrouver le plus grand nombre possible de génomes à partir de cette communauté. Parce que je pense que vous êtes convaincus, il nous faut des génomes pour faire nos modèles mécanistiques, pour savoir concrètement quel est le réseau métabolique associé à une bactérie. Et dans des communautés complexes, c'est encore assez délicat de reconstruire tous ces génomes. Dans des communautés type microbiote intestinal, il y a un certain nombre de méthodes qui ont été développées pour, à partir de métagénomique shotgun, reconstruire des génomes. Ça marche plutôt bien, on reconstruit beaucoup de génomes. Mais on n'arrive pas à atteindre les mêmes ordres de grandeur quand on part d'échantillons du sol ou d'échantillons de la rhizosphère, par exemple. La raison principale, c'est essentiellement la complexité de la communauté microbienne qui est assez différente entre un intestin et du sol. Donc, une première partie développement méthodologique, ce sera d'améliorer cet assemblage de séquences à partir des données métagénomiques, de trouver des bonnes pratiques de séquençage aussi qui nous permettent d'avoir suffisamment de données en entrée et de récupérer un nombre de génomes qui soit le plus représentatif possible de la diversité microbienne sous-jacente. Une deuxième question à laquelle on va répondre, c'est de faire le lien entre nos réseaux métaboliques, donc en bas,
et la réalité du métabolisme réellement exprimé dans les échantillons et qui, elle, est capturée grâce à des données métabolomiques. Donc concrètement, ce deuxième sous-projet du premier Work Package va viser à combiner modélisation du métabolisme et intégration de données métabolomiques pour faciliter l'inférence des interactions métaboliques et mieux comprendre le métabolisme secondaire des bactéries dans nos communautés. Et puis, la troisième question à laquelle on va répondre, c'est de trouver des invariants taxonomiques ou fonctionnels dans les différentes communautés. Je vous ai déjà un peu parlé de résonance fonctionnelle tout à l'heure. C'est pas suffisant de juste regarder la composition taxonomique des communautés, parce que potentiellement, des communautés de composition taxonomique différentes vont avoir sensiblement les mêmes fonctions, et on a envie de savoir quelles sont ces fonctions qui sont invariantes entre ces communautés, parce qu'elles sont potentiellement très importantes pour la plante ou pour l'écosystème. Et donc, on va développer des modèles statistiques pour essayer de trouver quels sont ces motifs fonctionnels invariants, quels sont ces motifs, que ce soit au sein d'un écosystème particulier, ou même comparer différents écosystèmes environnementaux et voir si on a des motifs qui émergent. Donc voilà pour les WP1, et juste sinon on va terminer avec les WP2, on va venir sur la culture. Oui, sur la deuxième partie, alors là, l'intégration avec Vitae va être relativement forte, vu que dans cette partie, vous voyez, il y a Save notamment qui apparaît ici. Dans cette partie-là, l'idée, c'est on va dire, pour aller vite, de reproduire ce que je vous ai montré sur le fromage tout à l'heure, mais maintenant sur les communautés simplifiées, sur les communautés synthétiques, qui seront sélectionnées dans Vitae sur les micro-organismes antagonistes du mildiou. Donc, dans Vitae, on essaye de trouver une shortlist de micro-organismes antagonistes du mildiou. Et là, l'idée dans Mystique, c'est d'essayer de bâtir des jumeaux numériques, comme je vous avais montré pour le fromage tout à l'heure, de ces communautés saines. Donc là, il y aura un effort, notamment de séquençage des génomes auquel participera Mystique, la collection de micro-organismes isolés dans Vitae. Et puis, à partir de ces génomes, après, on va bâtir des modèles de ces communautés synthétiques. Voilà. Et le reste des Work Packages, et donc ça, je vais parler de ces deux parties-là. Et les deux autres, après, l'idée, c'est de gagner en généricité, donc de s'intéresser à d'autres plantes que la vigne, mais toujours sur du mildiou et sur le même type d'interaction, donc cette fois sur des communautés un peu plus complexes, et puis de regarder après encore à une échelle supérieure les interactions qu'il peut y avoir avec la plante. Voilà.